Donc du coup, Bastien, toi, ça fait 2 ans là bientôt que t'es à New York. Ouais, ça fera 2 ans le 18 novembre exactement. Ouais. Ouais, Et t'y allais pour la boxe. exactement, ouais, c'est ça. Comment ça t'est venu d'ailleurs cette idée de partir là-bas pour la boxe? Ah, ça a été tout un cheminement, tu vois. Je pense que c'est beaucoup dû à mon tout premier coach, qui était énormément influencé par la boxe américaine. Il nous en parlait tout le temps. Euh, Mayweather, bon à l'époque, Adrien Bronner. Et je dis à l'époque parce que plus trop maintenant. Euh, voilà, il était très influencé par la boxe américaine et tout. Et en fait, sans même s'en rendre compte, il m'avait mis dans la tête, alors que c'était pas son objectif, mais que moi je voulais poursuivre ma carrière à New York en fait. Enfin pas à New York, mais aux États-Unis. Parce que t'as plusieurs endroits aux États-Unis où la boxe se développe vraiment ou c'est principalement à New York? Franchement, moi à cette époque-là, j'y connaissais rien. Mais je me disais un truc, c'est que je voyais tous les gros combats, tous les championnats du monde et tout, et même tous les boxeurs du monde entier qui arrivaient à un certain niveau partaient aux États-Unis. Donc je me suis dit, c'est doit y avoir un truc en plus peut-être, sûrement. Et donc du coup, moi j'ai pendant longtemps eu envie de partir aux États-Unis, mais je savais pas où en fait. Au début, le projet c'était vraiment de partir faire comme un road trip, donc sur 3 mois, le format maximum qu'on puisse partir en tant que touriste. Un peu faire le tour des salles et qu'il y ait un coach qui me dise t'as du cran petit, vas-y viens avec moi, tu vois. Hmm. Et donc entre-temps, je me suis séparé de ce premier coach. Donc du coup, je me suis retrouvé à m'entraîner seul. Après ça, j'avais fait une très bonne performance au championnat universitaire à l'époque, qui se déroulait à Nice. J'avais gagné tout ça. Et du coup, le coach de Nice était intéressé par moi. Voilà, il m'avait contacté, il m'avait dit qu'il voulait me faire passer pro et tout et tout. À ce moment-là, j'étais encore avec mon premier coach. Donc du coup, par respect par mon premier coach, enfin, moi, j'allais pas aller avec ce coach-là. Mais on était quand même en contact. De temps en temps, il me trouvait des combats à Nice, il me trouvait des combats en Italie, tout ça. Et puis un jour, quand j'étais plus avec mon coach, ce coach-là justement m'a rappelé et m'a proposé de venir faire ma dernière année amateur à Nice et ensuite me faire passer pro. C'était un mec qui connaissait assez quand même bien le business en pro dans le sens où il était capable de te monter une carrière, il organisait assez souvent chez lui, tout ça et tout. Il avait pas mal de contacts. Donc sur le plan, c'est une bonne idée, tu vois. Ouais. Moi, je suis un mec d'Île-de-France. Je suis parti à Nice un an, donc à cette époque-là, j'étais en alternance. En fait, je faisais mes cours en Île-de-France à Paris. Je faisais un mois de cours, 2 mois et demi d'entreprise. Ok. Du coup, en fait, j'ai trouvé mon entreprise à Nice pendant 2 mois et demi. J'allais là-bas et après un mois, je rentrais en France. Enfin, à Paris. Mhm. Et, euh, et en fait, au final, je me suis retrouvé à m'entraîner seul là-bas parce que le mec, le seul créneau qu'il avait, c'était le matin. Sauf que moi, je travaillais le matin. Donc du coup, je me suis entraîné là-bas, seul. J'ai quand même combattu assez souvent parce qu'il organisait souvent, mais seul. Et bref, là, c'était un peu dur mentalement. Et un jour, je suis tombé sur un article de Français du 77, donc de là d'où je viens en plus, Ouais. qui vont boxer au Madison Square Garden, tout ça et tout. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, ces mecs-là, il faut que je leur parle et savoir c'est quoi un peu leur parcours pour que je m'en inspire. Donc du coup, j'ai fait mes petites recherches. J'ai ajouté ces deux mecs sur Insta, tout ça. Donc dans ces deux mecs, il y avait évidemment Frédéric Julan, le créateur de Boxing Culture, Mhm. et son pote Romain Thomas. J'ai envoyé un message aux deux, tout ça. Fred, il m'a répondu en premier. Et il m'a dit, bah vas-y, tu sais quoi, quand t'as un peu de temps, viens, on s'appelle et je t'explique un peu et tout. Donc du coup, assez rapidement, on s'appelle. Moi, grave organisé. J'avais préparé comme une interview, tu vois, genre Ouais. un document où j'avais toutes mes questions, tout ce qui répondait, je notais, tout ça. Et, et en fait, on en vient assez rapidement à se dire, bah vas-y, au pire, quand t'as un peu de temps, passe à New York. Mais à cette époque-là, il avait pas encore créé Boxing Culture, tu vois. Il m'a dit, moi, voilà, je connais quelques personnes ici, je peux te mettre en contact, je peux te faire le tour des salles et tout et tout. Du coup, moi, enfin, je trouve ça cool, surtout qu'à l'époque, j'ai vraiment pas de coach, j'ai vraiment rien. C'est ma seule chance, on va dire. Donc, du coup, je m'entraîne dur pour ça. Après, il y a le Covid. Ouais. Et donc, ça me met une grande pause à tout ça, mais je continue de m'entraîner fort, tu vois. Et après le Covid, dès que les frontières elles réouvrent ou toi, et ben hop, je pars à New York 6 semaines dans un premier temps, mais déjà avec l'idée de m'installer là-bas. Ok. Donc du coup en fait le projet États-Unis,
s'était transformé dans un premier temps en projet New York parce que là, au moins, j'avais un truc de concret. J'avais un mec, un boxeur pro, un Français qui avait des contacts. Donc, je me dis, OK, on va se concentrer là-bas. Et donc, j'ai été là-bas 6 semaines. Ça s'est super bien passé. J'ai fait des trucs de fou, tu vois. Genre, j'ai mis les gants avec Gervonta Davis et tout, par exemple. Hmm. Donc, c'était incroyable. Ah, c'était dès le Et début, ça? ouais, 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 Ok. ouais. Et après, donc, je suis rentré en France dans l'idée de repartir là-bas. Donc, je suis rentré, j'ai fait mon visa étudiant. Entre-temps, j'ai eu une rupture des ligaments du poignet. Donc, du coup, j'ai repoussé un peu mon départ. Mhm. Et du coup, le 18 novembre, après, je suis parti, donc 2022, je suis parti m'installer là-bas pour y vivre cette fois. Ok. Et t'étais où à ce moment-là, dans New York? À Brooklyn. J'ai toujours été à Brooklyn. T'as toujours été à Brooklyn. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et tu t'entraînais aussi à Brooklyn dès le début? Alors, au début, je m'entraînais au New York Cops and Kids. Donc, la salle de Sosa, tu sais, l'entraîneur de Chris Colbert et tout et tout. Mhm. J'ai fait ça quoi? J'ai fait ça peut-être 4-5 mois, tu vois. J'allais là-bas tous les jours. Je m'entraînais donc avant d'aller à l'entraînement, c'était en fait l'entraînement il est de 11 heures à 14 heures. Et moi, je m'entraînais une première fois de mon côté vers 6-7 heures du matin, tu vois. Et après l'après-midi, il fallait que j'aille en cours pour mon visa étudiant. Mhm. Et donc, j'ai fait ça pendant 3-4 mois, mais en fait, il y avait aucun suivi, en fait. C'est Ok. genre, t'es vraiment livré à toi-même. T'as des sparring de qualité, parce que là-bas, c'est vraiment genre les hauts niveaux, mais t'es vraiment livré à toi-même. Donc, en fait, ça m'a un peu mis un coup dur dans le sens où, tu vois, je suis arrivé, j'ai quitté tout le monde. Je m'entraînais seul en France. J'arrive ici et je m'entraîne seul aussi, tu vois. Donc, Hmm. c'est pas le but, clairement. Est-ce que ça Donc, ressemblait à quoi exactement les cours, tu dis, de 11 à 14? T'as mais pas en de fait, structure? ici, c'est pas du tout comme en France. Il y a aucun cours collectif, rien. Tu vois, c'est beaucoup du coaching personnalisé. Moi, j'avais clairement pas l'argent pour payer un coach personnalisé. Tu vois, ici, on parle de 100 à 150 dollars l'heure de coaching. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Et moi, déjà, j'allais à Cops and Kids parce que c'est la seule salle qui est gratuite. Sosa, il se rappelait de moi quand j'étais venu 6 semaines et tout, donc il me laissait venir gratuitement. Mais voilà, j'étais vraiment livré à moi-même. Euh, Progresser parce que tu vois je faisais quand même des bons sparring et tout mais c'était pas le mieux on va dire donc après 4-5 mois là-bas je suis parti j'ai été à Manhattan dans une salle où ben entre autres il y a coach il y a Fred pardon qui coach il y a un pote à moi Chris et tout et c'était pas mes coachs tu vois mais en fait quand ils avaient je sais pas 5-10 minutes à la fin de leur coaching ils me prenaient au pas de danse donc du coup sur un entraînement moi je m'entraînais 2 heures à 2h30 sur un entraînement de 2 heures à 2h30 j'avais peut-être 10-15 minutes par jour de coaching Ouais. et on va dire que je me contentais de ça parce que c'était déjà mieux que rien il y avait déjà plus d'encadrement tu vois et puis après là maintenant j'ai encore changé et cette fois j'ai un vrai coach tout ça je suis dans la team de New York le New York Athletic Club Mhm. et là j'ai vraiment un vrai suivi et ça change tout tu Et genre, quand tu dis un vrai suivi, c'est dans le sens où t'as des cours collectifs cette fois et en petit groupe et il vient vraiment te, vois. te Ouais, ouais, guicher. ouais, ouais. Ok. Ah ouais, là il est vraiment à l'écoute il est vraiment à fond sur moi il m'aime bien et ce qui est bien c'est que nos visions de la boxe ont pas mal matché tu vois Mhm. c'est-à-dire que il a vu mon style. Il a pas voulu me le changer, il a juste apporté sa touche pour me l'améliorer, mais tout en conservant le boxeur que je suis en fait. Et ça, je pense que c'est que les bons coachs qui peuvent faire ça, tu vois, c'est s'adapter à toi et amener leur touche pour que tu sois juste mieux, sans te dérégler totalement. Ok. Et comment tu l'as trouvé ce coach du coup? Alors, ce coach, je l'ai trouvé grâce à Baptiste, Baptiste Mhm. Cheval. Donc lui qui était venu 3 mois à New York. Et à un moment, il avait fait un test match, tout ça, et ce coach-là était là, et il avait fait un super test match, donc du coup, le coach l'avait repéré. Et après, du coup, Baptiste, il était revenu en janvier pour faire un essai avec ce coach. Et il m'avait dit, donc moi, à cette époque-là, je cherchais un coach, parce qu'en vrai, en janvier, ça faisait quoi? Ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais là, et ça faisait 1 an que je m'entraînais seul, en fait, tu vois. Donc moi, j'avais vraiment besoin d'un coach et tout. Il m'a dit, bah vas-y, viens. Genre, viens à l'entraînement avec moi, tout ça. Je pense que le coach, il va te kiffer et tout. Donc je vais à l'entraînement, c'était sparring.
Et là, en plus, je casse la gueule à un de ces boxeurs, tout ça, donc il aime bien, tu vois. Et donc il me dit voilà, l'entraînement c'est tous les soirs, 19h, 21h, faut être là tous les jours, du lundi au vendredi et tout. Sauf que moi, à ce moment-là, je travaillais et c'était vraiment compliqué pour moi de perdre un de mes clients du soir. Enfin, tu sais, ici, la vie, elle est vraiment très chère Hmm. et t'es vraiment à 10 dollars près par semaine ou par mois, tu vois. Ah ouais, Donc ok. là, en faisant ça, ça allait me faire perdre à peu près, je sais pas, 700, 800 dollars par mois. Donc, du coup, je lui ai dit, voilà, moi, je peux essayer de venir 2 fois par semaine, mais je peux pas plus. Il m'a dit, ouais, non, si je te prends avec moi, enfin, ce qui est normal pour un coach, il faut qu'il soit là tous les jours. Je peux pas t'entraîner si à côté tu fais des trucs, ça va dérégler ce sur quoi on travaille et tout. Donc voilà, donc ça c'était en janvier. Donc là, je dis, bon, ok, ben tant pis, parce que je pouvais vraiment pas m'arrêter de travailler. Et donc les mois ont passé. Et là, donc depuis août, donc entre-temps, j'ai fait des résultats, les Golden Gloves et tout et tout. Et en fait, là, je me suis vite aperçu que j'arrivais à un niveau où c'était plus possible de m'entraîner seul. Clairement. Ça devenait vraiment même dangereux et tout, tu vois, de s'entraîner seul. Je faisais comme en France. J'arrivais au combat, il fallait que je me trouve un coach dans le vestiaire, un mec qui puisse me, parce en amateur ici, on a les bandages pro, tu vois. Hmm. Un mec qui soit capable de me faire les bandages, tout ça. Donc, c'était vraiment assez compliqué. Et même au niveau de mon évolution, j'ai toujours continué de progresser, mais enfin, j'aurais tellement plus progressé avec un coach à ce moment-là, c'est vraiment. Donc du coup, je me suis dit ok, vas-y, c'est pas grave, ce client-là du soir, je vais le perdre, tant pis. Mais bon, on va dire que c'est un investissement de temps sur moi, Ouais. c'est-à-dire que je me prépare à perdre de l'argent, mais à investir cet argent autre part, on va dire. Donc dans du temps pour m'entraîner. Et du coup, à partir d'août, je suis revenu. Et à partir d'août, là, je suis assidu là-bas. Tous les soirs, je suis là-bas et tout. Et ça se passe super bien. Et tu dirais que tu as galéré au début à trouver un coach parce que tu étais français ou alors c'est vraiment pareil pour tout le monde, même les Américains, ils s'entraînent seuls au début jusqu'à ce qu'ils se fassent remarquer un peu. En fait, je pense que, à part comme à Cops and Kicks, par exemple, où Sosa, il te connaît depuis que tu as 10 ans et il te prend tous les jours, tu vois. Hmm. Sinon, en fait, ici, ils ont vraiment une autre mentalité dans le sens où, pour eux, le coaching de groupe, comme chez nous, les clubs associatifs ou quoi, ça n'existe pas. Tu vois, ça veut dire que la salle de boxe, peu importe laquelle, c'est une entreprise, c'est un business, elle tourne. Et du coup, les boxeurs savent ça et pour eux, ils sont pas choqués que ah ok, c'est 100 dollars l'heure de coaching parce que ça a toujours été comme ça. Et nous, en Ok. tant que Français, quand on arrive, on paye notre licence à l'année 300 euros et que là, on te dit que le prix de la salle juste pour rentrer, c'est genre 200 dollars par mois plus 100 dollars à chaque fois que tu prends une heure de coaching. Là, tu t'arraches la tête, tu vois. Et donc en fait, c'est comme ça pour tout le monde. C'est pas Ouais. question de français ou quoi. Après, ce qui peut faciliter, en effet, c'est c'est d'avoir des contacts et tout. Si tu arrives à créer un lien avec un coach, s'il te suit depuis tout petit et qui mise un peu sur toi, ça va te faciliter les choses. Mais voilà. Et moi, par exemple, ce qui est bien avec le club où je suis là, au New York Athletic Club, c'est que c'est gratuit pour nous. Pour Baptiste et moi, on s'est fait repérer tout ça, donc on a pu intégrer l'équipe et on paye rien, on est bien suivi et c'est parfait, tu vois. Ok. Bon, par contre, on peut pas prendre de douche là-bas. C'est le seul truc. C'est-à-dire que ceux qui payent peuvent prendre des douches, mais nous, on peut pas se doucher là-bas. Donc du coup, on s'entraîne et ensuite on prend le métro pendant 40 minutes, tout plein de sueur et on se douche à la maison. Ah, C'est le seul hic, on va dire. mais c'est un détail en plus. Enfin, c'est eux qui vous disent non, vous pouvez pas prendre la douche. Le coach n'est pas responsable de ça, mais en fait, tu vois, c'est un club. Enfin, en fait, c'est une enseigne où il y a énormément de sport et tout, et c'est vraiment un truc ultra riche. Et genre, je crois que pour être là-bas à l'année, il faut payer dans les 10 ou 15 000 dollars. Et c'est vraiment un truc super luxueux. Et en fait, ceux comme nous, parce qu'ils font ça dans d'autres sports aussi, où ils recrutent des gens gratuitement, ils ont pas le droit de se doucher, tu vois. Parce Ok. qu'ils sont pas membres du club, en fait. Ok. C'est le petit privilège quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je capte. Et tu vois, tu disais tout à l'heure que tu bossais, que tu avais un client, c'est quand tu étais Doxiteur du coup.
Dog Walker, ouais, ouais, Dog ouais. Walker, pardon. Dog Sitter. Dog Walker. Ouais, bah, c'est pareil parce que je faisais aussi du dog sitting. En fait, du dog sitting, c'est quand tu restes chez la personne pour garder son chien. Genre, Mhm. elle part en vacances une semaine, par exemple, tu restes chez elle. Et dog walking, c'est juste quand tu pars le promener et que tu le ramènes chez lui ensuite. Ok. Et du coup, tu gagnais bien avec ça quand même ou c'était... Ouais, non, franchement, je gagnais quand même bien. En fait, ce qui était bien, c'est que j'étais assuré de travailler tous les jours, tu vois. C'est-à-dire Ok. que tous les jours, je savais que j'allais avoir de l'argent qui rentrait. Je travaillais peut-être une quinzaine d'heures par semaine et ça me faisait à peu près, je sais pas, 600 ou 700 dollars par semaine, tu vois. Ok. Donc c'était vraiment pas mal et c'était très bien parce qu'en fait, ça me permettait de m'entraîner deux fois, d'aller en cours, de dormir un peu la journée, de me reposer. Donc c'était vraiment le truc qui matchait parfaitement. Bon après c'était un truc où tu marchais beaucoup, genre des fois tu faisais 20 kilomètres par jour avec six chiens. Quand l'hiver il fait -20 dehors et il faut marcher aussi. Donc c'était voilà, c'est comme tout, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients, mais j'avais Ouais. réussi quand même à trouver une bonne routine avec ça. Et juste, enfin après, du coup, par rapport au coût de la vie, je me rends pas trop compte. Tu vois, tu dis 600 par semaine, mais j'imagine que ce qui coûte le plus cher à New York, c'est loyer Ouais. et après la bouffe. Loyer et en fait tout ce qui est ouais bouffe métro donc facture électricité internet gaz tout ça ouais c'est en Hmm. fait tout est cher, tout est une blinde, il y a rien qui n'est pas cher, tu vois. Ouais. T'arrives à quand même bien manger, justement, à manger des trucs de qualité. Enfin, j'imagine que c'est important, tu vois, quand tu t'entraînes autant. Donc, Ouais. c'est une question que je me posais. Est-ce que t'arrives à t'y retrouver là-dessus? Au début c'était au début c'était assez compliqué parce que je connaissais pas les magasins rien, puis après là maintenant je commence à avoir mes trucs, tu vois, il y a un magasin qui s'appelle Trader Joe et ce magasin il est vraiment bien, tu vois, parce que c'est vraiment le magasin le moins cher de New York, c'est une chaîne. Et tu peux trouver quand même des produits assez frais et tout. Donc j'arrive, après ce sera jamais à la qualité française, tu vois, ben, ce qui est normal. Mais franchement ça va. J'arrive à Ok. quand même à bien gérer mes régimes, à me sentir en forme, à manger des bonnes choses, à bien récupérer. Donc ça va, ça pourrait être pire. C'est pas infaisable, tu vois. Hmm. Ok. Et tu notes, tu continues de toujours tout noter? Parce que j'ai vu que Ouais, dans tout le une de temps. tes vidéos, Ah ouais. tu notais dans un carnet. Bah, déjà moi je suis quelqu'un qui est toujours, enfin toujours, depuis plusieurs années qui écrit pas mal, qui écrit énormément, tu vois, qui fait un peu un suivi sur tout. En fait, je pense que je suis un peu maniaque, tu vois, et j'adore Hmm. tout suivre et tout comprendre. Et pourquoi aujourd'hui j'étais fatigué, pourquoi aujourd'hui j'étais de mauvaise humeur, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, et pouvoir avoir un retour là-dessus. Donc ouais, évidemment, je continue de noter. Et quand le coach nous a dit de d'avoir deux cahiers, donc un pour la boxe, un pour le régime, en vrai, c'est des trucs que je faisais déjà de mon côté, moi, tu vois. Parce que ça consiste en quoi, du coup, ces deux cahiers? Si tu En peux fait, expliquer. t'as un cahier sur le régime. Hmm. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que tu as mangé dans la journée. Donc, au petit déjeuner, au déjeuner, si t'as pris une collation et le soir et tout. Tu marques ton poids et tu marques un peu ta sensation de fatigue générale dans la journée, ta sensation de fatigue à l'entraînement. Et après, tu peux essayer de retrouver justement, tiens, vas-y, j'étais fatigué. Tu regardes les autres jours, tu vois que tel jour aussi, tu étais fatigué. Tu vois que peut-être qu'il y a un ingrédient qui coïncide, ou peut-être qu'il y a un, genre, tu marques aussi tes heures de sommeil, tout ça et tout. En fait, tu marques tout. Et du coup, tu peux réussir un peu à trouver ce qui te convient ou ce qui te convient pas, justement, tu vois. Ok. Et le deuxième cahier, c'est sur la boxe. Et en fait, bah là, on marque toujours plus ou moins trois points à améliorer et trois points qu'on a bien fait et comment les améliorer, tout ça pour essayer d'avoir un suivi un peu. À chaque séance. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et après, tu fais un bilan à la fin de la semaine ou, enfin, quand est-ce que tu reviens sur tout ça? Alors non, il n'y a pas de bilan. En fait, c'est un peu pour nous. Après, moi, je sais que je parle beaucoup au coach justement en fonction de ce que je marque, enfin de ce que je marque et tout, de savoir comment on pourrait le travailler, tout ça. Et mais je crois que je suis un des seuls à faire ça, tu vois, à rester un peu jusqu'à la fin et lui dire ouais ça machin, j'aimerais bien travailler là-dessus et tout. Donc les autres, je sais même pas s'ils le relisent en vrai les autres, hein. Je pense qu'ils le font parce que le coach il demande de faire, tu vois. Ouais.
Non, mais c'est bien parce que ça te permet. Bah, déjà, pour la visualisation, c'est bien. Tu vois, ça te permet Mm. de savoir ce sur quoi Clairement. faut que tu t'améliores. Et puis même, ça te Ouais, permet d'avoir travailler une idée d'où tu vas, intelligemment, quoi. tu vois. C'est ça. C'est clair. C'est hyper intéressant. Et par rapport à la nutrition, du coup, tu prends des compléments alimentaires ou pas de toi? Alors, ouais, j'en prends. Le truc, c'est que ça coûte aussi cher, donc du coup, je prends vraiment le strict minimum, tu vois. Ça veut dire que je prends du pré-workout et encore, là, j'en ai plus. Donc, en fait, là, il m'en reste une dose pour mon prochain combat qui est dans 10 jours. Donc, du coup, là, mon seul pré-workout, on va dire que c'est du café, tu vois. Ouais. Euh, après ça, sinon, je prends du BCAA. Mais pareil, il m'en reste peut-être 3 4 doses. Donc, du coup, en fait, je vais le favoriser pour la semaine prochaine, la semaine avant le combat. Et sinon, je prends des ZMA. C'est zinc, magnésium et je sais plus c'est quoi le troisième. Avant de B6, non? dormir. C'est quoi? Vitamine B6, non? Ah ouais, il me semble que t'as raison. Ouais, ouais. Et aussi, ce que je prends, c'est de la mélatonine le soir. Parce que, en fait, quand nous, tu vois, on fait vraiment des gros entraînements. Et quand tu finis l'entraînement à 21 h, t'as fait sparring ou t'as fait fractionner au sac ou quoi, et tu rentres, même si t'es fatigué, t'arrives pas à bien dormir, t'es encore trop excité, tout ça, même si des fois, tu sais, on fait des temps de méditation, de retour au calme et tout. Ouais. Donc, du coup, je prends de la mélatonine pour m'aider à... Après, c'est pas du tout un somnifère ou quoi, c'est juste une hormone du sommeil ou, enfin, je sais pas vraiment comment ça marche. En fait, c'est un truc que Hmm. ton corps est censé sécréter le soir pour t'aider à t'endormir, tu vois. Et du coup, je prends ça. Ok. Avec Baptiste, on prend ça et ça nous évite justement de faire des nuits blanches avant les sparring. Ouais. Ok, je vois. Bah, parce que ça, du coup, tu l'as fait au. Tu t'as commencé à le faire aux États-Unis ou tu le faisais déjà en France? De prendre des De quoi? compléments comme ça. Non, franchement, j'ai jamais pris de complément en France, honnêtement. Hmm. Et la première fois, parce qu'en plus, tu vois, genre, les Américains, ils sont extravagants dans tout. Ça veut dire Ouais. que tu vas prendre un pré-workout français, un pré-workout américain, c'est pas la même chose. Et du coup, le Ok. premier pré-workout que j'ai pris, moi, américain, mais waouh, ouais, j'étais envoyé de fou. Genre, vraiment, non, c'était un truc de fou. À ce moment-là, j'étais fatigué de ça. Je l'ai pris vers 17 h. Ah, mais j'avais une pêche de dingue, vraiment. J'ai pas Ouais. compris ce qui s'est passé. Ouais, je vois. Bah, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est dans leur culture, tu vois, un peu Ouais, de prendre des compléments, tout ça. Donc, ok, donc t'as commencé là-bas. ouais, ouais. Ouais. Ok. Sur les conseils de Fred et tout aussi, parce qu'en fait, quand je m'entraînais, par exemple, surtout à Cops and Kids et tout, je m'entraînais peut-être, je sais pas, 5 heures par jour. J'avais des grosses journées, tout ça. À cette époque-là, en plus, j'avais pas de travail, rien, donc je mangeais pas énormément, tu vois. Donc du coup, Hmm. je perdais énormément de poids. Je suis arrivé ici, donc en novembre 2022, en un mois, sans faire de régime. Après, je m'entraînais énormément et tout. J'ai perdu genre 6 kilos, tu vois. Hmm. Et, en fait, j'étais sec à la mort. Je commençais vraiment à être fatigué et tout. Et c'est là, c'est Fred qui m'a dit, il faut que tu prennes des compléments, tu vois, Hmm. les choses que t'arrives pas à avoir dans ce que tu manges parce que tu peux pas manger forcément ce que tu veux parce que tu vois là en fait quand je suis arrivé pendant peut-être un mois et demi j'ai pas mangé de viande une seule fois parce que la viande c'était le plus cher Ouais. et du coup en fait je mangeais que des œufs et ou du thon et du coup en fait bah t'es très limité en termes d'apport de protéines ça et tout. Donc, du coup j'ai commencé à prendre des compléments comme ça, c'est Fred qui m'a un peu conseillé. Puis après, avec le temps, j'ai commencé aussi à savoir ce que je prenais, ce qu'il me fallait, tout en notant justement ce que je prenais. Et maintenant, ça va, je suis assez calé là-dessus, sur ce qu'il me faut en tout Ok. Ouais, bah, c'est bien. Et tu vois, tu parles de Fred. Dans cas. une Ouais, vidéo, je sais plus laquelle, mais je crois que c'est dans les dernières, il a dit un ouais, truc que je trouvais hyper intéressant, c'est que bah lui, enfin eux, quand ils sont arrivés, c'était un peu la première génération, tu vois, de boxeurs français à arriver ouais, à New clairement, York. ouais, ouais. Tu le ressens vraiment ça? Que c'est Ah oui, ouais, ouais. ouais. Franchement, Fred, enfin, de toute façon, il le sait très bien, mais pour moi, en fait, c'est vraiment maintenant un membre de ma famille, tu vois. C'est-à-dire que en France, j'avais ma famille et tout, mais ici, j'ai Fred. Si j'ai une galère, si j'ai un truc, je peux compter sur lui. Je le vois assez souvent. Si je suis là aujourd'hui, déjà à New York, c'est grâce à lui. Si je suis dans cet appartement aujourd'hui, c'est grâce à lui.
je lui dois énormément, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances en boxe, sur le business, sur plein de choses, et quelqu'un qui est aussi avec moi, qui est très bienveillant, tu vois. On a commencé l'histoire ensemble un peu, tu vois. Je crois que j'étais le premier stagiaire boxing culture, le premier, bah après en même temps on n'est que deux, mais à venir s'installer à New York comme il a fait tout ça. Donc forcément ça nous a beaucoup rapprochés et ça a créé pas mal de liens. Ouais. Et tu sens qu'il y a quand même une communauté francophone qui s'est créée autour de lui ou comment est-ce que ouais, Ouais. comment est-ce que se présente, tu vois, cette communauté francophone à New York? En fait, tu vois, en France, on est un peu tous là à se tirer dessus ou quoi, mais en fait ici, tous les Français, ils se connaissent et ils essayent de s'entraider au maximum, tu vois. Et là où Fred il s'entraîne, donc où il coach et tous les gens, c'est là où il y a énormément de francophones parce que justement ben, les Français attirent les Français, tu vois. Quand tu es dans un pays qui est pas le tien où ça parle anglais et ça et tout, tu vas toujours avoir tendance à te diriger vers les gens qui parlent ta langue parce que c'est un peu un truc qui te rassure, c'est un peu familier. Donc du coup là-bas il y a énormément de Français, on a comme une bonne team et tout, et c'est quand même assez cool, tu vois, parce qu'en fait c'est des gens qui sont dans tous les milieux, mais le fait en fait qu'ils soient à New York, c'est-à-dire que ils sont partis pour ça. Donc entre guillemets, ils ont un peu réussi ou percé dans leur truc pour que pour que ça les emmène pardon jusqu'à New York. Ok. Et c'est en fait c'est grave cool parce que du coup tu peux apprendre de chacun. Tu sais, il y en a ils sont avocats, il y en a ils sont patrons de resto, il y en a ils sont coachs, il y en a ils sont modèles. Il y a vraiment une diversité et c'est trop bien, tu vois. Et c'est vraiment une atmosphère aussi, enfin une atmosphère qui te permet de réussir. Même parce que Hmm. même si c'est pas le même milieu qu'eux, tu côtoies que des gens qui ont plus ou moins réussi dans leur truc, donc il y a une mentalité, un mindset qui te force à réussir toi aussi en fait. Mais il y a quoi? C'est des soirées qui s'organisent entre Français ou comment est-ce que vous vous retrouvez du coup? Non, bah en fait on se retrouve déjà beaucoup à l'entraînement. Bon, maintenant moi je les vois un peu moins vu que je m'entraîne plus là-bas. Hmm. Mais sinon après, bah vu qu'en fait on est potes, c'est des fois le soir ça sort, on va beaucoup regarder les combats ensemble, les combats de boxe, l'UFC, tout ça, et on vient soutenir au combat, tout ça. Enfin voilà, Ok. c'est une bonne bande de potes on va dire. Ouais, ça se fait naturellement, il y a pas de... Enfin, c'est un peu par le biais de tout le monde que tu rencontres tout le monde, quoi. Ouais, exactement. Ok. Non, bah c'est hyper intéressant. Et c'est bien, tu vois, d'être solidaire comme ça, justement. C'est assez intéressant. Mais en fait, tu te rends vite compte, tu vois, moi qui suis très introverti, Hmm. quand tu pars t'expatrier comme ça, seul et tout, tu te rends assez vite compte que même si tu aimerais tout faire tout seul, tu peux pas tout faire tout seul. Hmm. Tu vas arriver à un moment où tu vas te rendre compte que tu as besoin des gens pour progresser dans peu importe le domaine, tu vois. Tu peux pas tout faire tout seul, il te faut des contacts, il te faut des gens, il te faut des connaissances. Chaque personne va t'apporter un petit truc et grâce à ça, tu vas pouvoir t'armer et faire ce que tu veux ensuite. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes vu différemment en tant que Français? Ou alors enfin, les Américains, les locaux, ils s'en foutent, tu vois, de ça? Dans la Hum, boxe, hein, je veux dire. bien sûr qu'on a vu différemment, on dérange. Ah ouais, tu trouves? On dérange, ouais. Moi, par exemple, là, tu vois, c'est quoi? Bah, c'était hier, pas plus tard qu'hier. Je vais à la salle et tout et tout. Et donc là, faut savoir que je suis en finale d'un des plus gros tournois de New York. Et, euh, et là, tous les mecs de ma salle ils me disent, ouais, tout le monde parle de toi, tout ça. Tout le monde veut que tu te fasses niquer au combat, tout ça. Parce qu'en fait, Baptiste et moi, là, on arrive, on gagne les combats. Et les mecs de New York, ce qui est normal, ils le prennent mal. Comment ça, des étrangers, ils arrivent sur notre territoire et ils gagnent? Et genre, ils deviennent champions d'une ville qui est même pas la leur. Donc, ça dérange. Ouais. Et en sachant ça, il faut en faire plus. Les juges, ils vont pas te faire de cadeaux. S'ils peuvent favoriser le boxeur de leur région, de leur ville, ils vont le faire. Ils vont pas te faire de cadeaux, c'est-à-dire faut faire des combats assez nets, être assez tranchant, et le but c'est de pas laisser les juges décider, hein.
Ouais, parce que tu parlais de ça justement avec Baptiste dans une vidéo, tu disais que, je sais plus ce que c'était exactement, c'était peut-être le poids ou alors quelque chose d'autre qu'un juge t'avait Ouais. dit. Et toi, t'avais dit, ouais, non, bah maintenant c'est bon, faut aussi que j'impose mes conditions, etc. Que... Ouais, ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est ça, il m'avait appelé en short notice, donc peut-être 3-4 jours avant, pour que j'affronte un champion, tout ça et tout. Mais il savait très bien que j'étais plus lourd et il voulait me faire péter le poids au maximum. Et moi, j'avais dit non. Hmm. J'avais dit non, si tu m'appelles au dernier moment, c'est que tu as besoin de moi. C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis en mesure de poser mes conditions aussi. Parce que ça, ce coup-là, on me l'a fait des dizaines de fois en France. Ouais. Où on te dit, ouais, toi, on te veut, mais vas-y, genre, comme par hasard, une semaine avant, on te le dit. Mais par contre, il faut que tu perdes 6 kilos. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Bah oui. Avant, j'étais bête et je le faisais. Parce que je pensais que c'était comme ça que ça marchait. J'avais pas d'expérience ou de recul. Maintenant, je commence à être un peu plus formé à ce niveau-là. Et je sais un peu mieux, en tout cas, et surtout énormément grâce à Fred, comment ça marche. Hmm. Dans les entraînements aussi, vous vous dérangez quand vous faites des sparring, tout ça, ou alors il n'y a pas d'animosité, genre c'est plus tranquille? Hum, Pas forcément parce qu'on est français, mais il y aura toujours une animosité dans le sens où, toi, c'est comme en France. Tu vas aller dans une salle, tu vas prendre entre guillemets le champion de la salle, Hmm. va y avoir forcément de l'animosité parce que le mec qui vient dans sa salle pour essayer de le taper devant ses potes, tu vois. Donc en fait là c'est même pas forcément français ou quoi, c'est juste que c'est le même fonctionnement qu'en France. Comment ça tu viens dans ma salle et t'as la prétention de me battre devant mes potes? Hmm. Mais du coup ça fait des bons sparring, c'est bien. Ouais, bah oui, oui, j'imagine. Ça s'envoie plus en sparring aux États-Unis ou c'est pareil qu'en France? Franchement moi en France j'ai toujours eu l'habitude de m'envoyer, tu vois. Genre, Hmm. j'ai jamais connu le sparring live, le sparring à thème. À part si voilà, on me faisait sparrer un mec qui avait moins de niveau que moi ou quoi et que on me disait à l'avance de voilà, tranquille. Mais sinon, moi, j'ai jamais connu les sparring live. Après ici, ce qui change beaucoup, c'est le niveau des mecs. C'est qu'en fait, c'est pas forcément des meilleurs boxeurs, c'est juste que la la boxe, elle a une autre place, tu vois. Les salles, elles sont ouvertes toute la journée. Les mecs, ils boxent toute la journée, ils s'entraînent tous les jours, ils sont plus entraînés, ils sont surtout mieux encadrés. Donc forcément sur le ring, tu le ressens, tu vois. Ouais. Et puis surtout une ville comme New York où il y a des boxeurs du monde entier, tu peux te retrouver à tout moment dans le ring, bah tu vois comme moi avec Gervonta Davis. Tu vois, c'est un D'ailleurs, truc de ça s'est fou, passé tu vois. comment avec Gervonta Davis? C'était incroyable, en fait, c'était même pas prévu, tu vois. Hmm. Moi, j'y avais été, enfin, j'avais été à Cops and Kids pour faire un sparring avec Richardson Ichin, qui déjà, le mec avait 10 kilos de plus que moi, et Ichin, c'est une machine, tu vois. Hmm. Et, euh, et pendant que je fais mon shadow dans le ring, je vois deux filles passer, et tu vois, Cops and Kids, c'est une salle ghetto de fou. Ok. Et moi, je me dis, enfin, à quelle heure ces meufs-là, elles viennent dans la salle? Tu vois, elles ont rien à faire là. Et juste après, je vois, il y a un petit gars, il marche tête baissée comme ça, et je me dis, waouh, mais c'est Gervonta Davis, en fait, c'est incroyable. Hmm. Et du coup, tout le monde était choqué et tout. En fait, le mec, il était de passage à New York, c'est un pote à Ichin, tout ça. Et du coup, je fais mes 4 rounds avec Ichin, et moi, au moment où je veux descendre, il y a Gervonta, il rentre dans le ring, il dit, vas-y, reste. Je fais, oh putain. Parce que moi, j'étais KO déjà avec 4 rounds avec Ichin. En plus, à ce moment-là, j'avais pas le niveau que j'ai maintenant, tout ça. Mhm. Je dis, oh, ok. En fait, on a fait un round. Euh, et au début, genre je sais pas, les 30 premières secondes, il travaillait beaucoup sa défense, ses mouvements de tête, tout ça et tout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec n'avait pas de protège-dents. Donc du coup, on lui a prêté un protège-dents qui n'était pas à lui. Ok. Donc pas moulé à ses dents du coup. Et, euh, et bref, il faisait beaucoup de mouvements de tête et tout. Et à un moment, je lui mets un 1-2 et mon bras arrière, il fait sauter son protège-dents. Ok. Et là, du coup, tout le monde crie, tu vois. Et là, dans Ah ma tête, ouais. je me dis, putain, les gars, arrêtez. Parce qu'en fait, ils s'ambiancent tous là-bas, tu vois. Et là, je me dis, putain, les gars, arrêtez de crier, il va me casser la gueule après. Et, euh, et du coup, après, il a un peu appuyé tout ça et tout. Après, bon, voilà, et je vais pas dire que il a essayé de me mettre KO. Ce serait faux. Mais il a quand même augmenté un peu la cadence, tout ça. En fait, j'avais tellement peur de prendre un coup
que j'ai réussi à pas faire d'erreurs défensives, j'ai pas pris de coups nets, tout ça. Et voilà. Et Fred, il a eu peur un peu quand il a commencé à accélérer, mais au final, ça va, ça s'est bien passé. On a fait un round et après c'est tout. Ok. T'as souvent des KO dans les sparring, justement? Souvent, non, mais j'ai vu beaucoup plus de KO en sparring ici qu'en France. Ouais. Après, ça reste quand même rare, tu vois. Mais parce qu'il y a aussi plus de sparring qui se font, j'imagine. Ouais, ici, en fait, ils tournent tout le temps. Et en fait, ici, je pense, la plus grosse différence, c'est que en France, j'ai l'impression que les clubs, ils sont toujours ennemis avec un autre club. Il y en a avec qui ils s'entendent bien, il y en a avec d'autres, ils sont ennemis. Ouais. Ici, que ce soit amis, ennemis, ils tournent entre eux. Il n'y a pas de, vas-y, on s'aime pas, on s'en fout. Vas-y, on tourne, tu vois. Mhm. Et du coup, en fait, ils tournent tout le temps avec plein de gens. Alors qu'en France, par exemple, moi, quand j'étais à Nice, euh, le mec qui était censé m'entraîner et tout, donc au final, il me trouvait que des combats. Et pareil, aucun sparring, rien, parce que le mec, genre, il y avait peut-être, je sais pas, 3 clubs à Nice, il était en embrouille avec les trois, donc du coup, ben, aucun sparring, rien, tu vois. On sparait tous les 2 mois, on prenait la voiture, on allait en Italie. Ici, c'est ça qui est vraiment bien, c'est embrouille ou pas embrouille, on spare. Ça va profiter aux deux boxeurs de chaque équipe, et voilà. C'est beaucoup mieux, je trouve. Et vous vous déplacez dans beaucoup de salles pour aller faire des sparring ou pas? Ouais, en fait, maintenant, on commence enfin, moi, je commence à connaître, Fred, ça fait très longtemps qu'il connaît. Hmm. Mais, ouais, en fait, en général, tu vois, à Cops and Kids, il y a mardi, jeudi, samedi, Mhm. et après dans les autres salles, il y a d'autres jours, mais en fait, le samedi, c'est vraiment le jour où peu importe, tu vois, genre dans le Bronx ou à Cops and Kids ou à New Rochelle ou quoi, où en fait c'est open sparring, c'est-à-dire que là, c'est tous les clubs qui viennent et t'en as pour la journée. Tu vois, c'est vraiment euh, bon. Si tu vas à New Rochelle, c'est quand même assez bien organisé, c'est-à-dire que tu vas tôt le matin. Et tu vas vers 9 heures, vas-y, si tout se passe bien, à midi, t'es reparti et t'as fait ton sparring. Mais si tu vas dans une salle comme le Bronx ou Cops and Kids, où il y a aucune organisation, où on est genre 50 autour du ring avec les gants comme ça en train de regarder le sparring et dès que ça se vide, il Hmm. faut courir sur le ring. Moi, j'ai déjà fait des trucs où j'arrivais là-bas à 11 heures du matin et je repartais à 17 heures, tu vois. Ok, Donc, putain. ouais, Et tu faisais quoi sur place? T'attendais juste c'est ton tour, horrible. quoi. Ouais, c'est horrible, tu sais jamais. Tu restes prêt, parce que tu dis à tout moment, tu vas, puis t'arrives à monter dans le ring et que tu vois que ton adversaire, il a mis 2 secondes de trop pour monter dans le ring et c'est fini. Tu sors, et les mecs, ils font 10 rounds. Donc, du coup, bah, hop, t'attends encore. T'attends. C'est Tu fais chiant. combien de sparring? Enfin, tu fais combien de jours de sparring par semaine? Ça dépend. En ce moment, là, je suis à 3 jours à peu près Ok. de sparring. Après, voilà, ça reste quand même le point noir de la nouvelle salle où je suis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sparring pour moi enfin, il n'y a pas de mec chaud de mon poids dans l'équipe où on est. Et du coup, il faut que le coach, il fasse venir des gens. Il fait venir des fois, mais en fait, le truc qui est compliqué, c'est que, tu vois, on est à peu près 10 ou 12 tous les soirs à l'entraînement. Et le coach, il est seul, il a pas de coach adjoint et tout. Ils arrivent pas à en trouver un. Et parce qu'en fait, tu vois, c'est un club qui est super riche, mais il paye que dalle. Genre vraiment, si tu veux être coach adjoint, ça va être genre 15 dollars de l'heure. Tu vois, Ok. c'est aberrant, surtout que c'est un truc, c'est des blindés. Hmm. Donc du coup, normal, mais ils arrivent pas à trouver de coach adjoint parce que ça intéresse personne de sacrifier toutes ces soirées 19-21 heures pour 30 dollars, tu vois. Hmm. Et en fait, du coup, à partir du moment où on aura un coach adjoint, déjà, ce sera beaucoup mieux parce que le coach, il pourra nous emmener en sparring, il pourra se focus un peu plus sur nous et tout. Mais là, pour le moment, c'est pas encore le cas. Ouais. Donc, des fois, on arrive, la dernière fois, on a réussi quand on allait sparer avec Fred à exceptionnellement demander, parce que le coach, il veut pas qu'on spare sans lui. On a quand même réussi exceptionnellement à y aller, sous son accord. Il y a une autre fois où il est même venu avec nous, avec Fred et tout. Mhm. Mais voilà, ça reste quand même très rare. Et c'est le seul point noir, on va dire. Après, voilà, je suis quand même reconnaissant d'avoir un coach. Moi qui me suis entraîné seul ici à New York et tout, Hmm. quand même beaucoup mieux d'avoir un coach. On peut pas tout avoir. Je me dis que ça prendra le temps qu'il faudra et que ça rentrera dans l'ordre, tu vois.
Parce que là, ça fait combien de temps que t'es dans cette salle déjà? Ça T'as fait 3 mois. 3 mois? Ok. Ouais, Ouais, bah faut. Ça a toujours été comme ça depuis les 3 mois? ouais. Du coup, tu vois, après, on a à peu près 3 sparring par semaine, mais c'est aussi beaucoup de sparring à thème. Moi, j'ai personne de mon poids, donc soit je me tape des mecs de 75 kilos, Hmm. mais qui ont pas mon niveau, qui ont genre 5 6 combats, ou alors sinon je spar avec une fille, tout ça. C'est bah après voilà, ça m'apprend à travailler autrement, on va dire, à travailler Ouais. plus relâché, à pas chercher à arracher les têtes, à travailler ce que j'ai besoin de travailler en plus en ce moment, surtout à ce moment-là. Donc bon, j'essaye de voir le positif et de me dire que c'est peut-être un mal pour un bien, que ça me fera plus progresser que certains gros sparring, on va dire. Ok. Parce que aller à la guerre, je sais le faire et je sais trop le faire, tu vois. Il faut que je change un peu ça, en fait. Hmm. C'est quoi, t'as déjà allé dans des salles, tout à l'heure tu disais que c'était une salle vraiment ghetto, celle de Gervonta Davis, enfin où Ouais, t'as ouais. sparé avec lui. C'est quoi la salle la plus ghetto que t'as faite là-bas, à New York? Je dirais Cops and Kids, hein. Hmm. Plus que le Bronx et tout, parce que surtout que moi, je me suis entraîné 4 mois là-bas. Je suis arrivé, je parlais pas un mot d'anglais, très introverti, tout ça et tout. Hmm. Tu rentres dans la salle, tout le monde te regarde mal. Ils apprennent que t'es français, ils ont qu'une idée en tête, c'est t'arracher la tête. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je me rappelle, peut-être pendant 3 semaines, on était comme ça, genre 2 à 3 fois par semaine, alors que je suis amateur, hein. Je faisais des sparring de 10 rounds avec Chris Colbert. Tout ça, tu vois. C'est des sparring où tu progresses. Et c'est Ouais. des sparring où ça convient absolument pas à mon rythme de boxe. Hmm. Mais du coup, c'est quand même une salle, en tout cas au début, c'était très ghetto. Après, avec le temps, avec les semaines, ils ont vu que voilà, j'avais quand même ma place ici, que j'étais quand même dur, tout ça. Et au début, ils voulaient surtout me tester et peut-être un peu me bisuter aussi. Mais ça va, Ouais. je m'étais préparé à ça aussi mentalement. Je suis resté solide et au final, ça s'est plutôt bien passé. Hmm. Et tu dirais que ça a changé quoi dans ta boxe, tu vois, de passer par toutes ces salles? Genre, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis 2 ans? De la confiance, je pense. Hmm. Quand tu sais, t'es là, tu vas sparer le top niveau mondial en pro, alors que toi, t'es amateur, tout ça, sans coach, sans rien, et qu'en fait, tu sais très bien que genre, tu peux pas faire trop confiance aux gens là-bas. Donc du coup, si ça se passe mal, il y a personne forcément qui va arrêter le sparring ou faire attention à toi. Donc c'est-à-dire que t'es maître de toi-même. Et du coup, là, il faut vraiment que tu fasses attention, tu vois. Et du coup, bah, quand tu arrives à ressortir indemne, tu rentres chez toi, t'es pas marqué, t'es bien, t'as pas mal à la tête, t'es bien, ça te fait prendre confiance, tu vois. Parce que c'est aussi très dur mentalement de s'entraîner seul dans une ville comme New York, où déjà t'as cette pression de te dire que t'es pas chez toi, les gens vont être plus durs avec toi, il faut que tu fasses toute ta préparation tout seul, que t'as aucun regard sur ce que tu fais, regard extérieur, rien, donc tu fais un truc mais tu sais même pas si tu le fais bien. Il y a une chance sur deux que au final tu prennes un défaut. Donc non, je pense que ouais, ça m'a apporté beaucoup de sang-froid et de confiance et Ok. d'organisation. Et le... Ok. Et ton style, il a pas changé? Parce que tu sais, on compare souvent les styles, genre... Ah si, il a quand même beaucoup changé, tu vois. Avant, j'étais trop un bagarreur. Là, maintenant, on va dire que je suis beaucoup plus un contreur. J'apprends beaucoup mieux. Ce que j'ai appris le mieux ici, c'est à gérer ma distance. Tu vois, pour un moins de 60 kilos, je suis quand même assez grand. Euh, et j'arrive maintenant à beaucoup mieux utiliser ma distance, à boxer en contre et à utiliser vraiment mes armes plutôt que juste aller à la bagarre. Moi, j'aimais trop ça aller à la bagarre. Et là, j'ai vraiment une boxe beaucoup plus intelligente. Bon, je peux mieux faire, comme toujours, mais ça reste quand même beaucoup mieux qu'avant. Ok. Et donc là, les prochains points sur lesquels tu veux travailler, c'est lesquels? Je pense essayer d'être plus relâché. Ok. Plus relâché et pas forcément chercher à envoyer un coup et mettre KO le mec en fait. Juste dérouler ma boxe. Et si un coup il passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. Mais pas que genre le coup il passe pas et que je veux tellement mettre de force que je suis totalement déséquilibré et ouvert.
juste je débite, impulsion, répulsion, comme je travaille beaucoup avec mon coach. C'est un truc que j'avais appris quand j'ai commencé la boxe, justement, impulsion, répulsion, et que je maîtrise pas mal, et que j'ai retrouvé là avec ce coach. Et donc du coup, je vais travailler beaucoup là-dessus. En tant que grand gaucher, contreur, c'est vraiment un style qui me convient parfaitement en fait. Hmm. Tu dirais que c'est ça qui a pêché dans tes derniers combats que tu as pu faire à New York? Hmm, ouais, je pense, ouais, ouais. Ok. Et en fait, le fait de, parce que le fait d'être relâché, ça va aussi mentalement me mettre dans un confort, me mettre dans un relâchement, tu vois. Et ça veut dire que à mon avant-dernier combat, ça s'était pas bien passé parce que le game plan, c'était que voilà, le mec, je le tiens à distance, je suis plus grand que lui, impulsion, impulsion et tout. J'ai réussi à bien faire ça au premier round. Mais en fait, au bout d'un moment, après, le mec, il commence à m'entrer dedans. Et là, je commence à switcher, je sors de mon game plan et je commence à faire pareil que lui. Hmm. Et là, tu Bagarre. vois, mon dernier combat de samedi dernier, c'est là où je suis content, c'est là que j'ai réussi à faire ça. C'est que le mec, en plus, on combattait au Glizone. Il faut savoir qu'au Glizone, le ring est minuscule. Vraiment, il est minuscule. C'est sûr qu'il est pas homologué, ces rings. Non, mais c'est vraiment c'est une folie, hein. Ouais. Et du coup, j'ai boxé un mec petit qui rentrait sur moi. Et donc, c'était pas facile à maintenir la distance dans un petit ring comme ça. Et je suis content parce qu'au final, sur les trois rounds, à aucun moment, j'ai switché et j'ai commencé à rentrer au corps à corps. Sur les trois rounds, j'ai réussi à le maintenir à distance. Par moment, il rentrait un peu, mais voilà, j'étais un petit, je prenais pas de coups nets ou quoi. Et toujours, je le maintenais à distance et c'est ça qui m'a fait gagner le combat, tu vois. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoute, là, j'ai envie de te souhaiter bonne chance hein, pour le prochain combat. Merci, merci. Dans 10 jours, du coup, c'est ça? C'est le 8, ouais, donc à peu près 10 jours, ouais. Il est vraiment important pour toi, ce combat? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que là, c'est pour une ceinture, Ouais. une deuxième ceinture des champions de New York. Donc, c'est ouais, il me le faut. Là, tu vois, moi, je compte pas m'éterniser en amateur. C'est-à-dire que tous les tournois, toutes les compétitions que je fais, il faut que je les gagne. Ouais. Il faut que je les gagne, il faut que je me fasse une renommée ici. Là, ça commence déjà pas mal à parler de moi et tout, en mal, mais tant mieux. C'est-à-dire que, tu Ça vois, parle. avant les gens me calculaient pas. Là, maintenant, c'est-à-dire que je commence à faire du bruit et à les déranger. Ils commencent à se sentir en danger, tu vois. Donc, en vrai, je trouve ça cool. Et donc, le but, ouais, c'est de gagner. Ouais. Vraiment, il faut que je gagne ce combat. Baptiste, il boxe le même soir que moi. Et là, il faut qu'on ramène deux ceintures de champion de New York en plus pour la France, tu vois. Ouais. C'est où exactement? Alors, ce sera au Classic Car Club. En fait, c'est un club de voitures de luxe en mode lounge et tout, un peu super classe, Ouais. au bord de l'Hudson River. Tout ça, c'est vraiment magnifique. Et moi, c'est déjà la troisième fois que je vais boxer là-bas. Et en fait, toutes les finales et tout, ils les font là-bas parce que c'est vraiment super comme endroit. Et du coup, ce sera là-bas, ouais, au bord de l'Hudson River à Manhattan. Hmm. Voilà. Tu te souviens de la première compétition que t'as faite à New York? Enfin, c'était comment l'ambiance, tu vois, le jour du combat? C'était au Gleason. Donc petite salle où il faut savoir que bah, comme dans la seule fois où j'ai eu des vestiaires ici, genre coin bleu, coin rouge et tout, j'avais même une loge personnalisée, c'était quand j'ai boxé au Madison Square Garden. Sinon, ici, en France, on connaît le coin rouge, coin bleu, ici, il n'y a pas. C'est-à-dire que Ok. tu t'échauffes devant ton adversaire, tu t'échauffes au milieu du public, tu fais tout, tu fais tout comme ça. Donc ça, c'est le truc qui m'avait un peu surpris. Mais après, sinon, en termes d'ambiance, tu sais, moi, je viens d'Île-de-France. La plupart de mes combats, je les ai fait à Pouchet, à Paris. Hmm. C'est aussi une grosse ambiance là-bas, tu vois. Donc, Ouais. du coup, j'étais quand même assez préparé, on va dire. Ok. Ouais, ça te change pas tant que ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, alors après ce combat-là, potentiellement, tu pourrais passer pro, ça serait dans tes plans. Non, là, ce qu'on vise, en fait, on finit cette compétition-là. Mhm. Au mois de janvier, il y a les Golden Gloves, enfin, qui s'appellent maintenant Ringmaster. Mhm. Entre-temps, si on peut boxer, genre des petits shows comme ça ou quoi, enfin, pas forcément une compétition, on les fait, tu vois, pour boxer le maximum. Et après, le but, c'est de faire les Golden Gloves. Et en fait, finir par ça, tu vois, tu gagnes les Golden Gloves, tu es qualifié pour les National Golden Gloves. Donc là, c'est en fait,
les Golden Gloves de chaque État qui se rencontrent pour être le vainqueur des Golden Gloves nationales. Mm. Et après ça, c'est passé pro. Ce qui est bien, Ouais. c'est que le coach a le bras long un peu, tu vois. Ouais. Il connaît pas mal de personnes, mais chose qui est normale, avant qu'il nous présente, il faut qu'on fasse des résultats. Il faut qu'il puisse arriver et dire, OK, voilà, j'ai tel boxeur, il a fait tel et tel et tel résultat, il a battu tel mec, tel mec, tel mec, son palmarès c'est ça. Hop. Et là, il nous envoie. Ok. Et tu pourrais en vivre après en tant que pro ou pas? Ça serait... Pas immédiatement, évidemment, mais le but, et moi, c'est clairement ce qui m'a fait venir à New York, c'est que moi, mon seul objectif depuis le début, c'est de pouvoir vivre de ma passion. Mm. Donc, voilà, c'est un truc qui met beaucoup de temps, mais tu vois, c'est comme tout, c'est comme demain, un mec qui monte sa boîte, bah, il va pas en vivre direct. Tu vois, Ouais. c'est du temps, de l'investissement, de l'argent, c'est plein de trucs qui à la fin peuvent payer ou non. Et donc du coup, si je passe pro, je pourrais pas directement en vivre, mais le Ouais. but c'est d'en vivre et c'est pour ça qu'il faut se construire une bonne team, un bon entourage qui puisse te monter une carrière, qui puisse te trouver des sponsors, qui puisse te négocier des combats, des primes, plein de trucs pour au final vivre que de ça. Moi, mon rêve c'est de faire que de la boxe. Ouais. C'est-à-dire le moment où je boxe pas, je me repose pour être bien à l'entraînement, tu vois. Juste d'être libéré mentalement de cette charge de putain aujourd'hui est-ce que je vais pouvoir manger deux fois, tu vois. C'est Ouais. genre juste se mettre que dans la boxe et mentalement se sentir beaucoup mieux. Mais moi déjà je trouve ça trop bien, tu vois, ce que tu fais, même ce que vous faites, tu vois. Avec Baptiste sur les réseaux, c'est... Enfin, c'est... Ouais, Rien que le script, tu vois, il est stylé. Genre deux Français qui sont partis vivre ouais. à New York pour la Le boxe. storytelling, il est Ah ouf ouais. en vrai. Ouais, ouais. Donc c'est déjà bien, tu vois, que tu fasses ça, que tu partages ça. Même pour nous en France, de voir ça, c'est hyper intéressant. Ouais, bah tu vois, moi ce qui me motive aussi énormément à le faire, parce que tu Mm. vois, comme je t'ai dit, je suis un peu quelqu'un d'introverti, si ça tenait qu'à moi, il y aurait que ma famille et mes potes qui savent que je suis à New York, tu vois, c'est tout. Mais bon, aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que voilà, si tu veux passer pro, faire une carrière et tout, faut quand même que tu aies un nom, que tu aies une renommée, que tu aies une communauté qui te suive, que tu attires les sponsors et tout. Donc ça, premièrement, c'est un peu Fred qui me l'a appris et qui m'a forcé à me mettre là-dedans pour YouTube, pour Insta et tout et tout. Et c'est aussi un truc qui me motive, c'est que mes parents puissent voir un peu ce que je fais, tu vois, parce que je les appelle assez souvent, Ouais. mais ils ont pas ce regard sur comment se passe ma préparation, comment ça se passe quand je vais en sparring, comment ça se passe quand je vais en combat, comment, tu vois. Et ça les fait rentrer un peu dans cette intimité-là, et moi, ça me fait plaisir qu'ils puissent voir un peu ma vie, Mm. et si ça peut les rassurer, ben, tant mieux. Voir que tout se Mm. passe bien, que j'ai des potes ici, que je continue à faire le con, que voilà, c'est que je vais bien. Mm. Bah c'est génial, c'est très beau. Et alors du coup là, tu voudrais rester à New York ou comment est-ce que tu vois la suite là pour... Franchement, pour l'instant, je suis là, tu vois. Mm. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais en fait, j'évite maintenant, parce qu'avant, c'est un truc que je faisais trop, d'essayer de contrôler des choses que je peux pas contrôler. Tu vois, c'est-à-dire que là, je me, je me concentre uniquement sur ce que je peux faire moi. Ça veut dire, là, à l'heure actuelle, c'est juste faire mes entraînements à 100% tous les jours, garder mon régime, garder mon poids, pas faire n'importe quoi, dormir un maximum, travailler sur mes réseaux, monter mes vidéos, tout ça. Et voilà. Après, Dieu fait bien les choses. Tout viendra en temps voulu. Donc, je sais pas où je serai dans un an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Pour l'instant, je suis là et ma vie est cool, tu vois. Ok, bah c'est trop bien. Bah en tout cas, j'invite toutes les personnes qui écoutent encore cette conversation à aller voir ce que tu fais Ouais, sur les réseaux. Sur YouTube, très cool. Et même sur Insta du coup. ouais, The Spicy Martinez. Ouais. Bah je mettrai tout en description. Donc tu veux partager quoi? YouTube, Insta? En vrai, ouais, je suis que sur YouTube et Insta. Ouais, Ok, ça marche. Bah ouais, écoute, ouais. merci beaucoup Bastien, c'était hyper cool de Bah, t'avoir. merci à toi, franchement.